que t'imagines, tu fais pas les choses dans les règles, ça se casse la figure, l'immeuble se détruit, j'ose même pas imaginer les conséquences, ça pourrait être catastrophique financièrement. Exactement. Humainement aussi, enfin c'est terrible. Donc j'ai fait livrer une bouteille de champagne. Oh là là, et je me suis dit, il faut garder une très bonne relation. T'as absolument tout compris. Je le pense vraiment, mais c'est vrai, t'as raison, mais il faut passer à l'action. Passer à l'action. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire une interview avec Abdé qui est non résident à Luxembourg. Salut Abdé, comment ça va? Salut Fred, ça va très bien. Et Est-ce toi? que tu peux, écoute, ça va super, très content de t'accueillir et qu'on fasse cette vidéo depuis le temps qu'on en parle. Ça me fait extrêmement plaisir. Est-ce que tu peux juste brièvement expliquer qui tu es, te présenter, d'où tu viens, tout ça un petit peu pour que les gens puissent savoir d'où tu viens et apprendre à te connaître? Donc je suis originaire de Marseille et ça fait à peu près 8 ans que je suis à Luxembourg. Donc je suis expatrié au Luxembourg depuis à peu près 8 ans. Abdé, c'était un participant. Aujourd'hui, tu as investi. Peut-être avant de parler directement de ton investissement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à investir dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'immobilier? S'il y a un truc en particulier et quel était le but finalement? L'immobilier pour moi c'est quelque chose de concret. C'est très concret si on peut comparer à des investissements classiques ou en bourse, etc. Ouais. Donc c'est très concret. J'avais envie. Je pense que aussi les Français sont très attachés à la pierre. Ouais. Donc et moi je pense que mes parents ils ont toujours été attachés à la pierre et je pense que c'est un peu une culture qu'on a d'être super attaché à la pierre. Ouais, c'est vrai. Et donc pour moi c'était une évidence d'investir dans l'immobilier. Si tu n'investis pas dans l'immobilier, c'est comme si tu n'investissais pas du tout. Donc clairement, je me suis dit il va falloir que je me lance à un moment ou à un autre. Donc voilà. En fait, depuis un petit moment déjà tu y pensais, c'était un truc assez naturel chez toi. J'ai dit il faut que je le fasse. Exactement. J'ai toujours eu ça en tête. Parfois, c'est vrai que parfois on sait pas par où commencer. On se dit j'aimerais bien investir dans l'immobilier, mais il faut beaucoup d'argent. Parfois on peut se dire ça. Et du coup on reste dans l'attente très longtemps parce qu'on se dit il faut pas mal d'argent. Et juste en aparté, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais qu'il faut beaucoup d'argent pour investir dans l'immobilier au début? Pas forcément, c'est-à-dire que si on est jeune, non. Plus on est jeune, non. Okay. Il faut se lancer. Après, certainement, si on a 45 ans, là, plus on attend, plus il va falloir de l'argent. Mais c'est vrai que non, c'est pas un critère. Je pense que c'est psychologique, c'est-à-dire qu'il faut se lancer. Est-ce que juste on peut faire peut-être un bilan pour savoir avant que je t'accompagne et qu'on en discute, où est-ce que tu en étais au niveau de l'immobilier? Est-ce que tu avais déjà investi? Qu'est-ce que tu avais fait? Oui, avant d'investir en France, j'avais déjà investi au Luxembourg. L'investissement, on peut pas vraiment parler d'investissement parce que c'était quand même une résidence principale. Ouais. Mais au final, je l'ai un peu tourné comme un investissement. Donc ça a été parce que ça a été un avantage fiscal très fort. Et ça a été aussi un déclic. Et ça a confirmé le fait que j'aime bien l'immobilier. Ouais. Et qu'on puisse construire un patrimoine avec l'immobilier. Et tu avais fait déjà des travaux? Où est-ce que tu en étais par rapport à ton niveau dans l'immobilier quand tu as fait ça à Luxembourg? À l'origine, j'avais acheté un appartement en VFA, donc en vente en état futur d'achèvement. Ouais. Voilà. Donc les travaux, ça se limitait à choisir les prises, etc. Enfin, le sol, c'était pas non plus des travaux. Mais c'est quand même du travail. Ça reste, c'est du travail. Mais ça reste quand même les prémices, on va dire, de la construction. C'est pas non plus avoir un projet en construction. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'on se dit finalement les prix de l'immobilier, donc en VFA, sont 20% plus chers en général que l'ancien. C'est pas forcément là où il faut voir. Et quoi qu'il n'y a pas de règles. Là, je parle d'une généralité, mais parfois il y a des exceptions. Donc oui, je pense que je me suis vite tourné aussi dans l'ancien parce que effectivement, je me suis dit dans l'ancien, c'est là où je vais pouvoir faire rénover et pouvoir aussi apporter une plus-value à un bien. Ouais, voilà. Exactement. En VFA, donc en vente en état futur d'achèvement, c'est les programmes neufs. En France, en tous les cas, en général, ça va tout le temps être des mauvais investissements parce que comme tu le disais, ça va tout le temps être beaucoup plus cher. Sans parler des régimes fiscaux qui vont être très désavantageux. Et en plus, en tant que non-résident, on peut pas bénéficier de ces programmes de défiscalisation. Dans la plupart des cas, peut-être dans 99% de ces régimes fiscaux là. Donc en effet, dans ton cas, c'était totalement pertinent de faire du VFA. Et puis en plus, tu t'en es très bien sorti comme tu l'as dit. Donc c'est très chouette. Une fois que ça t'a attiré d'investir en France, est-ce que tu as eu des craintes et quelles étaient ces craintes-là? Parce que forcément, si t'es pas à Luxembourg, t'étais pas présent. Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont un peu fait peur ou Tout à fait. On va dire les travaux, ça fait peur. Ouais. Parce que quand on s'y connaît pas, on a envie de se dire est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il y aura pas? C'est vrai qu'on se pose énormément de questions et on se dit est-ce qu'il y aura pas à un moment donné quelque chose qui ne va pas fonctionner ou on a beaucoup de peur. Hein, finalement, on se crée aussi beaucoup de peurs. Il y a des peurs qui sont justifiées et d'autres qui ne le sont moins. Donc oui, les peurs, elles étaient présentes. Ok, donc tu avais la peur des travaux, ce qui est logique. Et c'est normal, ça c'est une peur assez légitime. Il y a beaucoup de gens qui l'ont parce qu'en effet, surtout avec la distance, si on rénove à distance, parce que moi j'ai fait énormément, on n'a pas le même regard. On peut pas visiter sur place.
Maintenant, il y a des méthodes à mettre en place et toi, tu vas nous le dire tout à l'heure. En tout cas, tu as très bien géré ça. Donc, à ce moment-là, tu décides de te lancer. Comment se passent tes recherches au début? Comment tu te lances? Quelle est ta procédure? Ou est-ce que c'est facile pour toi de trouver un bien immobilier? Comment tu avais fait une petite routine? Qu'est-ce que tu as fait exactement? On commence à regarder les annonces. Déjà, le fait de se familiariser aussi rien qu'avec le marché. Ça prend un peu de temps au début. On est un peu perdu. On comprend pas trop le marché. On comprend pas trop. Enfin, c'est un peu difficile de comprendre. Si ça fait pas quelques semaines ou quelques mois qu'on regardait, on connaît pas trop le marché, on connaît pas le prix de l'immobilier, le prix au mètre carré. En tout cas, ce qui est affiché sur les annonces, ce qui est pas forcément le cas du prix de vente. Mais en tout cas, il y a un marché qu'on commence à connaître. Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est juste de regarder, de la curiosité, être curieux, aller sur le site, regarder, même si c'est pas un appartement qu'on va acheter, et même pour des visites. Allez-y, allez-y parce qu'on va avoir de l'expérience. C'est comme ça, on va avoir la première fois, on va se dire peut-être qu'on est en train de perdre notre temps, mais pas du tout. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça c'est l'une peut-être des erreurs que les investisseurs immobiliers ou les débutants font, c'est qu'ils vont pas assez peut-être regarder les annonces et ils vont mettre peut-être même des critères trop restreints. Si tu mets des critères trop restreints, forcément tu pourras pas voir toutes les annonces. Tu auras une image qui est biaisée dans l'analyse. Moi, typiquement, c'est vrai que je mets au début, quand j'investis dans une nouvelle zone, je mets aucun critère. Alors, ça veut dire que je vais tout recevoir, ce qui n'est pas forcément positif parfois, parce que c'est difficile à analyser, mais ça me donne une image globale déjà de la zone où je veux investir. Et par la suite, je commence à restreindre. Mais au début, il faut connaître, comme tu disais, le prix au mètre carré, des choses assez classiques. Et je pense que c'est hyper important de regarder les annonces, de se familiariser, comme tu le disais. Surtout qu'il y a plein de sites en France. Encore plus quand on est formé, comme toi tu l'es, et forcément moi aussi, on sait où aller. Et donc, ça peut aller beaucoup plus vite. Oui. Ensuite, donc tu as lancé les recherches. Comment tu as fait pour trouver un bien? Tu l'as trouvé rapidement? Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu décris-nous. Quand tu as trouvé le bien, comment ça s'est passé? Comment tu as négocié? Si tu as négocié, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le bien que j'avais regardé, c'était un bien qui avait été mis justement un peu plus cher et je pense qu'ils l'ont remis plus tard un peu moins cher. Ils ont baissé le prix. Ils ont baissé le prix. Pour moi, c'était beaucoup plus attractif et je me suis dit, je veux aussi pouvoir négocier. Ça m'a permis aussi moi de négocier le prix. Donc tu avais déjà analysé. Ça, c'est quand même très intéressant. C'est que tu suivais le marché, numéro 1. Le fait de suivre le marché, ça t'a permis de détecter des biens potentiellement intéressants, peut-être d'autres pas intéressants. Et notamment dans le bien que tu as trouvé in fine, tu savais, puisque tu avais suivi le marché, qu'il avait eu un certain prix, qu'il y avait eu par la suite une baisse de prix. Donc forcément, tu arrivais en position de force parce que déjà, tu savais que le vendeur était prêt à faire des efforts et qu'il avait des difficultés. C'est ça. Et donc, on en arrive à la question. Est-ce que tu as pu négocier ou qu'est-ce que tu as fait finalement? J'ai pu négocier. Ok. Parce que de toute façon, moi, je pars du principe que c'est pour moi impossible d'acheter un bien au prix du marché, sauf s'il est complètement parfait. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas S'il y a des travaux à faire, le prix qui est affiché, pour moi, il est forcément négociable. Ok, c'est intéressant. Je n'achèterai, et je crois que c'est un aspect psychologique. Même je pense que si le prix était correct, je ne l'achèterais pas. Parce que c'est mon côté où je veux négocier. Je pense que c'est absolument, je peux pas, c'est impossible pour moi d'acheter un bien alors que même s'il serait peut-être au prix du marché. Ça, c'est assez marrant ça. Moi, c'est vrai que je suis pas totalement comme ça. Mais ça peut être une force en effet. Vouloir négocier dès le début, avoir cette motivation-là, ça peut constituer une vraie force parce qu'on direct, on arrive, on est convaincu, on est persuadé. Et quand on fait quelque chose en étant persuadé et convaincu, forcément, on sera beaucoup plus fort. Moi, c'est vrai que parfois, c'est que si je vois le bien, il est très intéressant ou intéressant et même s'il y a des travaux, je vais peut-être le négocier, mais ça va dépendre du contexte. Mais parfois, je vais même pas négocier, je vais le prendre direct. Mais ça dépend aussi du contexte. C'est vrai que ça dépend si le marché. Après, ça dépend de la ville. Est-ce que c'est tendu, est-ce que c'est pas tendu? Exactement. Il y a plein de trucs. Et là, en plus, vu que le bien était longtemps en annonce, c'est vrai que tu pouvais, longtemps. Il y avait une baisse de prix, pardon. Tu pouvais négocier. Est-ce que tu peux dire après combien tu as négocié ou pas? Oui, alors. Est-ce que tu as été bon? C'est ça la question. Je pense que la première offre que j'ai faite, j'ai dû faire peut-être 15 000 € plus bas. Ouais, c'est pas mal. Parce que je voulais aussi, et je savais que ils allaient pas accepter parce qu'ils avaient déjà baissé. Mais en fait, mon but pour moi, c'est, après je pense chacun a sa technique, etc. Pour moi, c'était créer un électrochoc. Parce que je vais pas faire 5 000 € en moins parce que ça se trouve qu'ils vont accepter. Le cauchemar pour moi, c'est me dire que, et je pense que je me remettrai en question. C'est si j'avais fait 5 000 € en moins. Et s'ils avaient accepté, je vais peut-être me dire, finalement, j'aurais pu avoir mieux.
C'est ça. Donc je me dis, alors je vais partir sur 15 000. En fait, je me fixe un prix maximum. Et bien sûr que l'offre, je l'ai faite en dessous du prix que j'avais fixé maximum. Super, super. Et là, je me suis dit, au moins, ça me laisse une marge de négociation. Et après, on est rentré dans une espèce de négociation. Un rapport de force avec, voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure, moi, je montais mon offre et eux, ils baissaient l'offre. C'est un rapport de tapis, voilà. C'est ça. Mais je trouve que ça peut être une très bonne technique. Je trouve ça très intéressant, le truc de l'électrochoc. Ouais. Faut juste parfois faire attention parce que, mais bon, après tout, je dis juste parfois, il faut faire un peu attention parce que si l'électrochoc il est trop fort, tu peux tuer le vendeur et là il te reparle plus jamais. C'est ça. Par contre, si l'électrochoc il est puissant mais il est visé, tu vises juste, là bah ça marche et ça prouve bien que c'est le cas. Et au final, donc tu as pu négocier combien? Si c'est pas 15, c'était 10, c'était J'ai à peu près 10, je pense. Ah, c'est pas mal. Bien joué. Bah c'est à 10 000 €, c'est quand même énorme. Ça te paye les frais de notaire. Voilà, grosso modo. Et en plus de ça, j'ai quand même aussi négocié, alors que la cuisine était quand même extrêmement moche. J'ai quand même inclus dans les frais de notaire, enfin j'ai dans l'acte j'ai quand même inclus dans l'acte que la cuisine pour faire baisser les frais de notaire. Ben, même si elle est moche, en effet, ça c'est une bonne astuce pour faire baisser les frais de notaire. Bah tout ce qui est meubles, c'est vrai qu'on peut faire baisser les frais de notaire. Je crois que c'est lié qu'à l'immobilier et pas au meuble. Donc belle négociation, bravo. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet? En quoi ça consistait le projet? Juste une question avant de parler du projet. Je suppose qu'avant de faire les recherches, tu savais déjà ce que tu voulais faire? Oui. Ça c'est quand même important, tu penses pas? Ah oui, bien sûr. Parce que justement, en cherchant, j'étais déjà, je me projette énormément. Conditionné. Donc j'étais conditionné parce que aussi, tu as un projet derrière. Donc il faut absolument que le bien que tu vas acheter colle avec ton projet. Parce qu'on ne cherche pas un coup de cœur. Parce que si on cherche un coup de cœur, on ne serait pas investisseur. Je suis investisseur, donc j'ai quelque chose, j'ai une rentabilité, j'ai des calculs qui ont été faits. Donc moi, je veux que ça rentre dans mon projet. Et si ça rentre pas dans mon projet, je fais pas d'offre. Connaissant Abdé, il a dû faire 10 000 calculs. Je pense que ça a dû être horrible. Il t'a dû les faire 10 000 fois, mais tu as bien raison. Il faut. Surtout quand j'ai envie de dire, c'est le premier investissement en France ou même ailleurs. Et même quand c'est pas le premier, mais je pense que c'est hyper important. Vaut mieux faire trop de calculs que pas assez. Parce qu'on n'est jamais peut-être assez sûr. Bon, au bout d'un moment, ça sert à rien, mais c'est vrai que moi, c'était un peu comme ça aussi. Il y a des investissements, parfois, je refais plein de fois le calcul, pas au centième près, mais parfois, il y a le petit détail qui peut faire la différence et pencher le rendement d'un côté, le rendement d'un côté plutôt que d'un autre. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est. Mais bref, ça m'étonne pas de toi. Donc, désormais, tu peux nous parler de ton projet. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Je sais pas, les chiffres, si tu veux bien les partager. Oui, j'ai quand même fait, enfin, j'ai eu à peu près pour 50 000 € de travaux. Ah, c'est pas mal. L'appartement, il fait à peu près 77 mètres carrés, 78 mètres carrés, presque 80 mètres carrés. Donc, j'ai fait 3 chambres. À l'origine, il n'y avait pas 3 chambres, il y avait 2 chambres. Donc, j'ai créé une troisième chambre et aussi créé des toilettes et salles de bain aussi dans une des chambres. Ce qui fait que type studio, il y avait pas de cuisine dans la chambre. Mais il y a quand même, c'est un confort plus par rapport aux 2 autres chambres où il n'y a pas ils se partagent eux-mêmes la même salle de bain et le toilette. Plus t'apportes de bien-être, de qualité, d'options à tes locataires. Et pas qu'à tes locataires, à ton bien, et plus il prend de la valeur. Donc je trouve que le fait de créer plusieurs WC ou plusieurs douches, je sais pas, ça peut être extrêmement intéressant et forcément t'augmentes la rentabilité. Super, donc 50 000 € de travaux, le bien immobilier, le coût à peu près, les frais de notaire, tout ça, tu t'en tires pour combien à peu près en final? Tout, je suis pour peut-être 215 000 €. Ouais, c'est pas mal. Vraiment tout inclus. 215 000 €. Frais de notaire, vraiment tout. Meubles, tout. Je dis voilà, peut-être oui 215, 220 maximum, mais vraiment 215, je dirais tout inclus. Tout compris, donc le coût total d'acquisition. Donc tu as fait une colocation, forcément tu as loué des chambres, ce qui est vraiment très intéressant parce que tu densifies, on va dire, le logement, et donc plus tu as de monde dans un logement, dans un immeuble, dans un bien immeuble, et plus tu peux le louer cher. Et au total, les loyers par mois, tu sais à combien tu es à peu près? Oui, chaque chambre évidemment a un loyer différent. Parce qu'il y a une chambre que j'appelle une petite chambre qui fait quand même 12 mètres carrés, c'est la plus petite chambre. C'est pas une petite, ça reste correct. La deuxième chambre, elle fait à peu près 19 mètres carrés, 18-19 mètres carrés. Et la troisième chambre, celle où j'ai inclus les toilettes et salles de bain, elle fait à peu près 23 mètres carrés. C'est quand même des très grandes chambres. Ce sont des très grandes chambres. La vache. C'est des très grandes chambres. Avec ça, les colocataires peuvent. Ils sont plutôt bien. Et là, au total, si tu cumules les 3 chambres, t'as combien de loyer, tu sais ou pas? 1610. Je suis 610. Voilà, tout pile. Donc, si tu as une rentabilité, t'avais calculé ta rentabilité, t'es dans les 10%, quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Non, c'est bien parce que c'est un bien qui s'autofinance.
Donc c'est un bon investissement. En plus, c'est un bien que tu as totalement rénové. En plus, tu avais un beau budget de rénovation, 50 000 euros. Clairement, ton bien, tu es tranquille normalement pendant 10, 15 ans sans rien faire ou avoir des petits tracas. Oui, voilà. Ouais. Avant de faire cette interview-là, on avait forcément discuté parce que je suis Abdé, c'est un ami aussi. Et donc, tu m'avais parlé d'une difficulté sur les travaux, c'est que tu as détruit un mur porteur, donc c'est forcément un peu plus complexe. Ouais. Et ça a fait décourager pas mal d'acheteurs. Ouais. Est-ce que ça, c'était quelque chose de complexe ou ça a été par rapport aux autorisations de la copropriété, etc. C'est un certain coût. Des ouvriers, mais aussi un ingénieur structure qui a dû intervenir. Et c'est peut-être quelque chose qu'on peut vite oublier. Parce que demain, un voisin peut dire qu'il a une fissure. Et si tu as ouvert un mur porteur, et on sait très bien qu'il faut l'autorisation de l'Assemblée Générale pour ouvrir un mur porteur en copropriété. Et si tu le fais sans, parce que c'est illégal de le faire, sans l'autorisation de... Voilà. Et si demain il y a un souci, bien sûr, on se couvre avec ce rapport de l'ingénieur structure. Donc oui, il faut quand même faire intervenir un ingénieur structure. Mais c'est bien parce que moi je sais qu'on avait parlé et tu n'avais absolument pas peur ni craintif de détruire un mur porteur, chose qui quand même est plutôt complexe parce que forcément il y a cette autorisation des AG, chose que tu savais absolument pas si ça allait être autorisé, mais je crois que tu avais mis une condition suspensive dans le compromis ou un truc comme ça. Exactement, je l'ai mis dans le compromis. Voilà, c'est ça. Tu te protèges. Exactement. Comme ça, tu sais que au pire des cas, tu peux te retirer sans aucun problème. C'est ça. Et j'ai participé à l'AG avant aussi de signer le compromis. Donc voilà. C'est bien. Au moins, je me suis assuré, c'est-à-dire que le jour où je suis arrivé chez le notaire pour signer le compromis, en fait, je savais déjà que cette condition était déjà levée, puisque voilà. Bah oui, forcément. Non, mais c'est clair. Au moins, tu es protégé. Mais clairement, quand on détruit un mur porteur, et c'est vraiment en transition, mais c'est clair qu'il faut faire les choses légalement parce que le risque est beaucoup trop grand. Parce que t'imagines, tu fais pas les choses dans les règles. Ça se casse la figure. L'immeuble se détruit. J'ose même pas imaginer les conséquences. Ça pourrait être catastrophique financièrement. Exactement. Et puis humainement aussi. Enfin, c'est terrible. Surtout qu'en plus, l'investissement que j'ai fait, c'est un immeuble qui date de 1907. C'est-à-dire que même des murs qui ne sont pas, qui a priori, et même à l'origine, n'étaient pas porteurs parce que aussi l'ingénieur structure a demandé aussi les plans d'origine. C'est-à-dire qu'il analyse, il analyse en profondeur et le mur, même s'il il semble d'apparence pas porteur, avec le temps, il a pu devenir porteur aussi. Donc ça dépend énormément. Donc là, on est à peu près à 10% de rentabilité, ce qui est quand même un très bon investissement, surtout pour débuter. Concernant le financement, parce que ça, c'est quand même l'un des gros points qu'on pose tout le temps. C'est pas possible d'emprunter quand on est résident. On me dit oui, il faut 30% d'apport. On entend beaucoup de choses. Toi, en termes d'apport et de financement, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu un bon financement? Est-ce que tu as dû mettre 30% d'apport comme certains le racontent? Non, j'ai pas mis 30% d'apport, j'ai mis 10% d'apport, à peu près 10% d'apport, ce qui est pas mal. Mais c'est vrai que j'ai eu d'autres offres et je pense que c'était la seule offre qui était très attractif à ce point. C'est-à-dire que tout le reste, c'était quand même 30% d'apport et il y avait quand même des critères qui étaient quand même très très forts. Donc je peux largement comprendre aussi les personnes qui se disent que je ne peux pas parce que c'est vrai que la plupart, même quasi toutes les offres que j'ai reçues, elles étaient assez, la banque, elle se protégeait. Elle se protégeait énormément. C'est-à-dire qu'ils demandaient un nantissement avec beaucoup d'argent. Il y a même une banque qui m'a demandé un nantissement sur la totalité le prêt était en tout peut-être de 200 000, 200 000 euros, un nantissement sur 200 000 euros. Ça veut dire que c'est n'importe quoi. Donc il y a vraiment, faut pas se limiter à aller voir une seule banque parce qu'il y aura là je vois très bien qu'il y a des offres qui sont complètement différentes. Par curiosité, tu as reçu à peu près combien d'offres? Entre 0 et 5 ou à peu près 4-5 offres. Ok, donc sur 4-5 offres, il y en avait 4 qui étaient plutôt mauvaises et une qui était excellente, on va dire. Une qui était excellente, je dirais que 3 qui étaient complètement mauvaises, une deuxième qui était correcte, mais au final, en regardant, en détaillant dans le détail, etc., je me suis aperçu qu'elle n'était pas si avantageuse parce que la banque n'incluait plus les travaux, par exemple. Donc au final, si on réfléchit, c'est ça. Donc elle était plus. Oui, donc forcément, en fait, c'est pas une très bonne offre. Non. Surtout quand tu fais 50 000 euros de travaux. Là, si tu passes d'un apport de 10%, exactement. Je sais même pas combien, dans les 30%. En fait, c'était une bonne offre de surface, c'est-à-dire que quand on creusait un tout petit peu, je me suis vite aperçu que c'était pas une bonne offre. C'est-à-dire que parfois, c'est vrai qu'il y a des banques qui vont, je ne veux pas utiliser le mot arnaquer, mais qui vont un petit peu faire les choses de manière maligne. Et ils vont te dire seulement 10% d'apport. Par contre, dans le financement, ça va être écrit plus bas, financement des travaux par l'emprunteur. Donc en fait, ils vont pas forcément le mettre dans le plan de financement parce que eux, les travaux, ils le comptent pas dans leur propre plan de financement. Donc je suis d'accord avec toi, il faut vraiment regarder. Mais en tout cas, bravo parce que déjà 10% d'apport, c'est une très belle offre. C'est une très belle offre et quand on est non résident, d'après moi, on doit tirer vers ce genre d'offre parce que sinon 30%
d'apport, on fait pas grand chose. Mais la statistique, elle est là. T'as fait plusieurs banques, t'as prospecté, t'as cherché, t'as pas abandonné. Et puis au final, il y a une offre sur 4 qui était très bien. Puis les 3-4 autres qui étaient pas top. Mais ça suffit. Il en suffit d'une. Et c'est bon. Donc chapeau. D'après toi, dans tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a eu un élément qui a fait la différence dans ton investissement, dans la manière dont tu as investi, dans le résultat que tu as pu obtenir, dans le financement que tu as pu obtenir? S'il y a un truc que tu dois retenir, est-ce qu'il y en a un qui a permis de faire la différence? Je dirais que je me suis intéressé à tout. Okay. Ça veut dire que ce qui a fait vraiment la différence, c'est que non seulement sur l'aspect bancaire, d'emprunt, je me suis vraiment intéressé du début jusqu'à la fin. Et aussi, non seulement aussi dans les travaux, j'ai été, comme c'est moi aussi mon premier investissement en France, j'étais vraiment à 100%. Ça veut dire que donc moi ce que je conseille aussi, c'est de s'investir. Même pas à 100%, c'est à 400%. Okay. C'est-à-dire que je me levais le matin, je pensais, parfois je me disais, je devrais peut-être changer ça, etc. C'est-à-dire que… T'adaptais ta stratégie, t'adaptais ton comportement en fonction de ce que tu voyais la veille, etc. Voilà. Et investir, mais ça c'est bien en fait. Grosso modo, tu dis il faut investir du temps, de l'énergie. Et puis voilà, c'est vrai que tu t'es renseigné, tu t'es formé et tu as appris en pratiquant, etc. C'est ça qui fait la différence. C'est vrai qu'on peut pas avoir de résultats si derrière on passe pas à la pratique ou on vivote, on fait des choses à moitié. Soit on les fait entièrement ou soit forcément on les fait à moitié, on aura des résultats plutôt moyens. Exactement. Donc ok, intéressant comme retour, mais c'est très sensé et je pense que y a plein de choses à apprendre de ça et c'est vrai qu'il faut absolument faire les choses à fond. C'est un peu comme aussi regarder sur internet, quand on regarde, on cherche un appartement à acheter. En fait, parfois on a l'impression de perdre du temps, mais en fait non, parce qu'on va aller 2 fois plus vite la prochaine fois. Et c'est exactement le sentiment que j'ai aujourd'hui. En fait, je me suis mis à 400% dans l'appartement, dans la recherche dans la recherche, mais aussi dans les travaux, etc. Je sais que pour le prochain investissement, j'irai 2 fois plus vite, parce que aussi on va faire des erreurs, je vais plus refaire cette erreur là, ou alors je sais exactement comment ça fonctionne. Mes recherches seront plus rapides et aussi je vais me concentrer sur beaucoup plus d'éléments. Mais je trouve que c'est vraiment bien ce que tu dis parce que moi c'est ce que je dis à un moment dans la formation, c'est que c'est ce fameux facteur X. C'est-à-dire la différence entre une personne qui n'investit pas et qui souhaite investir mais qui prend son temps, qui sait pas trop, qui veut investir, et une autre qui veut investir et qui passe à l'action ne serait-ce qu'avec un investissement, même s'il n'est pas incroyable, eh bien tu vas acquérir, et tu l'as dit, c'est ce que j'appelle le facteur X, mais tu vas acquérir l'expérience. Et l'expérience, ça fait la différence avec la connaissance. Tu vas acquérir une équipe potentiellement avec un ouvrier, des artisans, un notaire que tu vas rencontrer, un contact avec ta banque. Maintenant, ta banque, c'est vrai que par exemple, tu as créé de facto une relation. La 10% d'apport, pourquoi pas, tu vas pouvoir peut-être les reproduire sur un prochain investissement. Et ça, tout ça combiné et encore plein d'autres choses, ça crée ce facteur X qui va vraiment te différencier entre la personne qui n'a pas investi mais qui croit savoir et celle qui sait. Donc forcément, tu vas être beaucoup meilleur dans les prochains investissements et beaucoup meilleur qu'un investisseur qui n'a pas investi. Et ton cerveau, pour revenir aux annonces, c'est vrai que c'est incroyable. Moi, je le remarque aussi, c'est qu'il s'adapte très rapidement. Voilà, c'est ça. Il faut lui laisser la chance. Exactement. Quand tu regardes les annonces, au début, c'est lent, tu comprends pas, tu galères, tu sais pas, même le prix au mètre carré, tu comprends pas vraiment la zone et tu as du mal à analyser. Mais petit à petit, ton cerveau, il est assez magique et ça devient automatique certaines choses. Tac, 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 tu peux mettre de côté. C'est un peu comme Tinder, Swap, je sais pas quoi. Mais exactement. Tu peux écarter. Non, mais c'est clair. C'est cool, Et peut-être aussi un autre point aussi, justement, où tu parlais de ce côté financement. Une fois qu'on a trouvé une banque qui va nous suivre, en plus à des conditions qui sont très avantageuses, donc forcément, on se dit, le boulot est déjà fait. Et en plus de ça, c'est très important aussi de garder un contact avec son banquier. Exact. Le banquier, moi que j'avais, c'est le directeur de l'agence. Pour le nouvel an, je l'ai envoyé, c'était une très bonne année. D'ailleurs, il m'avait aussi souhaité une très bonne année. Super. Et quand on a signé chez le notaire, donc j'ai fait livrer une bouteille de champagne. Oh là là. Je me suis dit, il faut garder une très bonne relation. Tu as absolument tout compris. Et l'effet était beaucoup plus fort que ce que je pensais. Il m'a envoyé un message hyper lent pour me remercier. Et en plus génial. De ça, c'est la personne qui était aussi à l'accueil m'a aussi envoyé un message parce qu'il a ouvert la bouteille, je pense, avec tous les employés. Donc finalement, je pense que tous les employés vont se souvenir de moi. Ouais, exactement. C'est ça. Mais je trouve que c'est génial. Et ça, on le voit dans l'accompagnement, dans la formation financement. En effet, il faut créer la relation. Une fois qu'elle est créée, il faut la maintenir. C'est ça. Et ne serait-ce que, ok, on a un intérêt à maintenir une relation, c'est pas gratuit. Mais cependant, derrière, il faut aussi se dire que c'est des humains. Et donc, comme nous, les banquiers, ils sont pas plus
bêtes que les autres ou plus méchants que les autres, bah, ça leur fait plaisir des petits cadeaux comme ça. Et ce genre de petites attentions, sincèrement, c'est vrai que c'est hyper agréable. C'est ça. Donc tu as absolument raison. Et la prochaine fois que tu iras frapper à la porte de ce banquier-là, il va se souvenir de moi. Il se souvient de toi. C'est ça. Et peut-être même qu'il te fera des offres encore meilleures. Donc c'est génial. Moi, c'est un truc que je faisais souvent, c'est une fois que j'avais un projet terminé, j'envoie tout le temps un email avant-après pour faire un peu le bilan. Ok, il y a eu ça, ça, ça. Et en fait, je confirme et je dis, bah, regardez, vous m'avez fait confiance, voici le résultat. C'est ça. On remercie. Exactement. Et ça veut dire qu'on peut encore continuer. Ça, c'est l'un des trucs que je fais. Puis après, bah, pareil, bouteille de champagne, je fais pas trop, mais je fais la boîte de chocolat ou des trucs. Bon, ça, c'est un petit truc classique, mais quand moi, c'était mon premier appart, donc du coup, j'étais content. Alors, je me suis dit, bon, j'envoie la bouteille de champagne, peut-être pas le deuxième appart. T'enverras une bouteille de champagne. Voilà, je vais diminuer en qualité, incrément. Après, ouais, c'est clair. Aujourd'hui, tu dirais que qu'est-ce qui t'apporte ce bien-là ou cet investissement-là d'une manière générale? Qu'est-ce que ça t'apporte comme, pas comme émotion, mais de manière rationnelle? Quel est le résultat que ça t'apporte? D'ailleurs, je pense que pas forcément à moi, mais qu'à moi, mais aussi à ma femme. Et d'ailleurs, ma femme me l'a déjà dit très récemment, elle est très contente. Elle est très contente de l'investissement. Et elle était un peu réticente au début, surtout finalement quand il y avait les travaux, parce qu'on ne sait pas où on va. Et c'est vrai que quand on est dans les travaux, on se dit mais comment ça va, enfin ça va ressembler à quoi? Bah finalement, comme je me suis investi, le résultat était là. J'étais hyper satisfait de moi-même. Donc ça veut dire que je pense qu'aussi j'étais hyper confiant. Ça veut dire que on a des doutes, on a des moments de doute aussi. Et finalement, quand on voit le résultat, ça apporte tellement de bonheur. Ça veut dire que on se dit bah finalement j'ai pu construire ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc je peux le faire. Mais c'est ça qui est magnifique. Mais moi je pense qu'il y a deux choses. Qui m'interroge, enfin qui me parle quand tu viens de dire ça, c'est d'une part, en fait, tu n'as rien laissé au hasard. En fait, c'est ça le mot. Quand tu as géré les travaux, tu n'as rien laissé au hasard. Tu as tout suivi de A à Z. Tu as anticipé les besoins, tu as fait un plan électrique, un plan d'aménagement, tu as fait tous les trucs carrés. Donc forcément, tu diminues la marge d'erreur. C'est ça. Si tu as investi, plus on investit et mieux ça ira. Puis après, tu contactes les ouvriers, tu les suis, tu leur demandes comment ça se passe. Donc franchement, tu n'as rien laissé au hasard et c'est comme ça que tu évites de faire des erreurs, notamment pour les travaux, mais d'une manière générale, pour tout, c'est le cas. Et la deuxième chose, c'est ce plaisir d'avoir terminé. Ça nous donne une satisfaction qui est impressionnante et qui est incroyable. Et c'est un plaisir, je pense peut-être, j'allais pas dire inégalé parce qu'il y a d'autres plaisirs de la vie, mais quelque part, c'est t'as mis ta pierre à l'édifice. Et ça, c'est magnifique. En fait, on n'a qu'une terre, et forcément, on a des kilomètres carrés qui sont limités. Et quelque part, tu as participé à la construction indirectement d'une ville, d'un patrimoine, et tu as renouvelé, restauré également un appartement. Donc, tu participes à cette pierre à l'édifice. Et moi, je trouve c'est un truc qui me fait toujours plaisir de me dire, j'ai pris un appart qui était dégueulasse. C'est ça. Je l'ai rénové, exactement. Il est nickel. C'est ça. C'est super, enfin c'est incroyable comme ça, tout simplement. Et aussi, je peux dire qu'avec un seul appartement, j'ai l'impression d'avoir appris énormément. Et aussi, le conseil que je donne aussi, c'est de se documenter et de lire énormément. Ça aide beaucoup. Par exemple, je faisais même pas la différence entre une chaudière à gaz normale et une chaudière à gaz à condensation. Et j'ai lu, je me suis dit pourquoi il y a ça, pourquoi ça existe. Donc je veux lire, surtout qu'aujourd'hui on parle beaucoup de passoires énergétiques aussi. Donc documenter qu'est-ce qu'une passoire énergétique, quelles sont les classes énergétiques. Comprendre tout ça, exactement. Et voilà, c'est ça. Et vous allez voir qu'en fait, on progresse très vite. Et en plus, justement, la législation, elle évolue tout le temps. Donc, on va devoir se documenter en permanence. En permanence. C'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui croient que ça tombe du ciel et que c'est facile. Non. Et voilà. Non. La réalité, c'est qu'en fait, il faut en permanence. Surtout quand on investit. Après, on n'est pas obligé d'être tout le temps focus. Non. C'est ça. Mais il faut se former. Et se former, c'est simple. C'est lire, s'interroger, se questionner, s'informer. Exactement. Et voilà, et suivre l'actualité, suivre un programme. C'est ça qu'il faut faire et ça fait la différence une fois de plus. Il y a deux choses qui font la différence dans l'immobilier, mais dans la vie en général, c'est la connaissance et l'expérience. C'est ça. Si tu accumules les deux, tu atteins un niveau qui est qui va être supérieur à la masse. Et quand tu es supérieur à la masse dans ton niveau de connaissance et d'expérience, tes résultats seront largement supérieurs que les autres. Et c'est ce qui s'est produit. Donc bravo à toi parce que je tiens juste à dire un truc. Ce cas Abdé, comme on l'a dit au tout début, il est non-résident à Luxembourg. Parmi les non-résidents, j'en connais très peu qui savent investir. La plupart des non-résidents qui ne sont pas formés, ils ne savent pas investir. C'est vrai. C'est même assez triste parce que généralement, en tant que non-résident, on a des revenus qui sont largement supérieurs. Exactement. Si on habitait en France,
C'est pas le cas de tout le monde, mais en général, ça va être quand même le cas. Et on n'utilise pas ce pouvoir d'achat et on le dépense un peu n'importe comment. J'exagère, mais c'est d'une part, le premier truc, c'est quand même dommage. Et le deuxième truc, c'est que la plupart des non-résidents, ils trouvent pas du 10% de rendement. Ils vont pas être même capables de gérer 50 000 € de travaux à distance, alors qu'ils habitent pas dans la ville, etc. Et donc ça, franchement, bravo, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Et donc je tiens à te féliciter. Et c'est vrai en plus, il faut passer à l'action. Passer à l'action. Et puis il y a un truc aussi, il faut désacraliser ce mythe qui consiste à dire que c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, je suis pas là, ou alors je m'y connais pas en travaux, ou j'ai jamais investi. Non, mais en fait, il faut désacraliser ça. Et alors, la manière de désacraliser, déjà, c'est de faire un travail sur soi-même, relativiser, et aussi apprendre, se former, se faire accompagner, ou même s'informer. Enfin, un truc tout bête. Internet, de nos jours, on est en 2023. On trouve tellement d'informations. Oui, exactement. Les passoires énergétiques, sincèrement, si on veut, on peut tout savoir sur Internet. Bien sûr. Pour le coup, c'est un élément qui est technique. Il n'y a pas besoin d'une méthode, il n'y a pas besoin d'une astuce. Donc ça, on peut le savoir. Il y a des trucs forcément qui sont plus techniques ou peut-être qui sortent des chemins battus. Mais là, on en parle tous des passoires énergétiques. Donc, l'investisseur qui ne sait rien sur ça, c'est qu'il s'y intéresse pas, quoi. Oui. Et je dirais aussi que justement, on lit tellement énormément et justement, en tant qu'investisseur, comme on investit son propre argent, donc forcément, on a envie de bien faire les choses. Exactement. Et croyez-moi que vous allez connaître beaucoup plus que les autres. Et même ceux du métier, ça veut dire que les agents immobiliers, même quand je faisais des visites, etc., quand je pose des questions, ils ne savent pas répondre. C'est-à-dire que même quand tu dis passoire énergétique, parfois ils savent même pas la classe énergétique du bien qu'ils sont en train de vendre. Donc c'est pour ça que je me dis que le grand avantage que vous avez forcément, c'est la connaissance. La connaissance, c'est clairement c'est une puissance, mais que on se rend pas compte. Et là, je parle d'un seul bien que je me suis concentré sur un bien. Donc, je pense que la capacité en fait d'apprendre, et plus on investit, et plus forcément on va apprendre. C'est logique. Et aussi. Et plus on est sûr de soi. Et plus on est sûr de soi. Et plus on est sûr de soi, et plus forcément, on aura les résultats parce qu'on doute moins. Oui. Ça veut pas dire qu'il faut pas se remettre en cause, mais en effet. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Voilà, c'est ça. Et je conseille aussi que forcément, ma femme aussi, elle s'est intéressée au bien, etc. Et c'est toujours bien aussi d'être à deux parce qu'on a un avis aussi différent. Exact. Ça veut dire que parfois, on peut être aussi borné sur certains trucs ou parfois forcément 4 œils vaut mieux que 2 yeux. Enfin, c'est le principe des 4 yeux. Ouais, 4 yeux. Ça, c'est le principe des 4 yeux qu'on voit notamment en finance. Exactement. Voilà, c'est ce que je viens. Le 4-eye principle. Voilà. 4-eye principle. Donc, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut pas hésiter et pas trop non plus en parler avec la famille, etc. Parce qu'on va être au contraire découragé. Et on va dire mais pourquoi tu fais ça forcément. Un mur porteur, mais t'as un Mais voilà, c'est ça, c'est le financement, mais tu vas t'endetter. Mais oui, 50 000 €, mais t'es un fou. De faire un investissement qui est loin de chez toi, etc. Ouais. On va avoir des problèmes. Alors que ça, c'est des croyances limitantes et c'est un manque de connaissances en fait, tout simplement. Exactement. Absolument. Donc voilà. Et le dernier conseil que je donne, clairement, c'est l'investissement, c'est comme il dit au France Hollande, c'est maintenant. Parce que il faut pas attendre. C'est-à-dire que plus on attend, plus on aura une raison d'attendre. Ouais. On aura toujours une raison d'attendre. C'est trop facile. C'est ah non, je peux pas, j'ai un enfant. Ouais, ah non, je peux pas, j'ai une augmentation. Enfin, je viens d'être promu senior. Ah non, je peux pas, j'essaie. Il y aura toujours une raison pour pas pouvoir. Et en plus, c'est vrai que ça, on l'a pas dit, mais Abdé, donc bon, tu l'as mentionné, tu as une femme, mais tu as aussi 2 enfants en bas âge. Oui. Et pour autant, ça t'a pas empêché d'investir. Non. Et je peux vous dire, avec 2 enfants en bas âge, c'est balèze, donc ça très dur. En réalité, tout le monde peut le faire. Oui. Il suffit juste d'être motivé, exactement, formé, renseigné et de le vouloir et puis après de passer à la pratique, quoi, tout simplement. Donc concrètement, si je résume quand même cet investissement, moi je trouve qu'il t'a apporté quand même pas mal de choses. Il t'a apporté une sécurité financière quand même avec tout à fait, rendement, un rendement maintenant, mais également un bien qui va s'apprécier dans le temps. Donc ça, c'est une première chose. Ça t'a apporté aussi une sécurité, je veux dire, mentale. Tout à fait. Et une confiance. T'apprends plus sur toi-même aussi. Exactement. C'est 2 points très positifs. Et puis désormais, j'ai l'impression que tu es prêt direct à passer à l'action et à dégainer pour faire d'autres investissements. C'est ça complètement, parce que après, si on a envie de connaître encore plus, parce que justement, on se dit, forcément, j'acquiers de la connaissance, mais j'ai envie de connaître encore plus. Et puis, on prend goût aussi. Moi, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu penses que tu aurais eu ce rendement immobilier, ce retour finalement sur ton investissement immobilier en passant par un organisme clé en main? Du tout. Non seulement en termes de rendement pur, j'aurais pas eu le même rendement. Sur la rentabilité, non. La réponse est clairement non. Et en plus de ça, dans la rentabilité, j'inclus la connaissance parce que pour moi, c'est la rentabilité. C'est ce que j'allais dire en plus. Et tu n'auras aucune connaissance. C'est-à-dire que toute cette connaissance que tu acquiers clairement en faisant tes recherches, mais aussi en essayant de comprendre
Enfin, moi, j'ai passé des soirées à essayer de comprendre justement est-ce que je dois changer la chaudière ou pas. Si je change la chaudière, est-ce que j'améliore la classe énergétique et quel type de chaudière je voulais mettre. Je te parle du chauffage, je te parle de la fenêtre, je te parle vraiment là du sol. J'ai tout. Mais c'est vrai que c'est intéressant ta réponse parce qu'en fait elle est double. Tu parles de rendement économique, donc c'est déjà très important parce que on parle d'argent quand même. Donc c'est des choses qui peuvent à tout moment changer potentiellement ta vie. Si tu achètes trop cher, et c'est souvent le cas en passant par des organismes, tu peux en payer le prix fort. C'est ça. C'est la première chose. Et puis deuxièmement, peut-être tout aussi important, c'est cette fameuse connaissance, cette pratique. C'est ça. Tu es aujourd'hui autonome. Tu peux investir de manière autonome et indépendante sans compter sur personne. Et cette connaissance qui est de l'argent aussi. Exactement. Pour moi. Parce qu'elle se quantifie en argent parce que c'est du temps que tu as gagné. C'est pour ton prochain achat, enfin investissement. C'est aussi tu comprends très bien ce qu'il te faut et forcément tu vas gagner de l'argent sur ton prochain achat si tu le fais pas clé en main. Tout simplement. Exactement. Donc le conseil c'est vraiment de prendre son temps, de comprendre et pas hésiter aussi à prendre son temps et pas se décourager parce que en fait, on perd pas son temps. On perd jamais son temps. Non, t'apprends en fait. On apprend, voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux expatriés, enfin aux non-résidents qui regardent cette interview-là et qui se posent la question est-ce que ça vaut le coup est-ce que c'est pas trop dangereux? Est-ce qu'au contraire, il faut qu'ils passent à l'action? Qu'est-ce que tu leur dirais aux gens qui n'ont pas encore investi ou qui ont des doutes d'investir parce que, bon, pour plein de raisons, ils ont un peu peur, etc. Moi, ces personnes-là, je leur dirais tout simplement, et potentiellement, c'est des personnes qui ont peut-être déjà investi dans la crypto-monnaie, etc. Je leur dis, mais vous n'avez pas peur d'investir dans la crypto-monnaie? Vous n'avez pas peur d'investir dans tel domaine? Alors que dans un domaine qui a déjà fait ses preuves depuis des milliers d'années, enfin, ça a toujours existé. Ouais. Donc, clairement, on a un domaine qui a déjà fait ses preuves, qui est déjà, enfin, quelque chose que tout le monde, tous les riches aujourd'hui ont dans leur patrimoine forcément de l'immobilier. Et pas tous les riches ont de la crypto, par exemple, forcément. Non, pas voilà, pas forcément. Il y en a que oui, il y en a que non. Mais l'immobilier, c'est quelque chose tellement classique et tellement quelque chose qui a fait ses preuves depuis on va même dans la Grèce antique, il y avait l'immobilier, il y avait des investisseurs en immobilier. Donc forcément, moi, ce que ces personnages leur dit, l'histoire a déjà prouvé que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. C'est rentable. Donc pourquoi se casser la tête? Et qu'est-ce que tu dirais aux non-résidents qui se disent c'est pas possible, la distance, par exemple, un expat qui va habiter à Hong Kong ou je ne sais où, tu dirais que c'est pas possible ou que au contraire tout est une question de conviction. Enfin, qu'est-ce que tu penses? Aujourd'hui, les outils de communication sont tellement puissants, c'est-à-dire qu'on a une puissance d'outils de communication qui fait que c'est désuet. Ça, c'est des personnes qui sont assez conservatrices et qui sont pas au fait des nouvelles technologies. Alors qu'il suffit d'avoir un iPhone. Rien qu'avec un iPhone, je peux te dire que tu peux investir n'importe où et même dans l'immobilier. Exactement. Donc, tout simplement, il suffit d'un iPhone et il suffit de la volonté. Ouais. Voilà. C'est tout. Aujourd'hui, la distance, ça peut se poser. La question, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas, parce que ils se disent que tout simplement, moi, j'ai besoin d'être à côté du bien, j'ai besoin d'aller voir le bien tout le temps. C'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais c'est pas impossible. Bien sûr que c'est pas impossible. Aujourd'hui, t'as même plus besoin de. J'ai déjà un avis, et ce que je regarde beaucoup sur les visites virtuelles, que je regarde dans les appartements. Je sais déjà si l'appartement je vais l'acheter ou pas. Donc au final, j'ai même pas finalement besoin de me déplacer. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a un avant et un après Covid de nos jours avec Internet et surtout l'après Covid. Même les agents immobiliers sont extrêmement familiers avec des visios, etc. Chose qui n'était pas possible avant, notamment quand j'ai commencé à investir. Il n'y a vraiment aucune excuse aujourd'hui de ne pas investir et c'est même dommage, on loupe quelque chose, je pense. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter désormais dans l'immobilier? Ou qu'est-ce que tu souhaites faire tout simplement? Est-ce que tu as des objectifs? Tout simplement de continuer et mes objectifs, oui, j'ai des objectifs, c'est d'acquérir un nouveau bien. J'y pense régulièrement et je me dis, il faut absolument que je me relance. Et pareil, je me dis, comme la première fois, il y a le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Donc, je me dis, il faut absolument que je me relance. Super, surtout que ce sera peut-être la conclusion avec le réseau que tu t'es créé, cette expérience-là. Je pense que ça va trop bien fonctionner. En plus, il y a une banque qui t'adore, visiblement. Donc, c'est vraiment génial. Bravo à toi pour cet investissement-là. Je suis vraiment très content et très fier parce que tu le mérites. T'es un mec qui bosse énormément. Et t'es un acharné. On voit pas, mais derrière, quand il veut quelque chose, il est très têtu. Et tu donnes tout. Et c'est vrai que on n'a rien sans rien, comme dit l'adage. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis Frédéric d'Immo pour Expat et j'aide les expatriés et les non-résidents à investir dans l'immobilier. Et puis je vous dis à très bientôt et pourquoi pas suivre la prochaine aventure d'Abdé avec ses prochains investissements. Exactement. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.